Mon bébé est né prématurément. Mes parents ont refusé de venir à cause de la fête de révélation du sexe de ma sœur. J'ai veillé seul mon fils à l'hôpital pendant 19 jours. Le 20e jour, une infirmière m'a remis une lettre scellée, l'expéditeur étant le bureau de mon père. Je m'appelle Alice Mercier. J'ai 29 ans. Le 2 février 2026, j'ai donné naissance à mon fils à 28 semaines de grossesse. Il pesait 1 kg et 20 grammes. Sa peau était fine comme du papier. Les médecins ont dit qu'il ne survivrait peut-être pas la nuit. Le soir même, j'ai appelé ma mère depuis Luzin, pleurant si fort que je pouvais à peine parler. Je la suppliais de venir. Elle a répondu sans hésiter un instant, « Alice, nous ne viendrons pas. La fête de révélation du sexe de ta sœur a lieu ce week-end. Nous avons déjà dépensé des milliers d'euros pour cela et invité 70 personnes. Le bébé de Chloé est en bonne santé et parfait. Nous n'allons pas annuler une célébration juste parce que le tien est prématuré et ne s'en sortira probablement pas. Arrête de dramatiser et débrouille-toi. » Pendant 19 jours, je suis restée seule à côté de mon fils fragile, tandis que des machines le maintenaient en vie. Ma mère et ma sœur ont passé ces mêmes jours à sourire pour Instagram lors de dégustations de gâteaux et sous des arches de ballons. Le 20e jour, une infirmière m'a tendu un ours en peluche et une lettre scellée provenant du bureau de mon père. Et ce qu'ils ont découvert après cela a complètement bouleversé mon monde. Je dois revenir un peu en arrière. Pas très loin. Juste assez pour que vous compreniez le genre de famille dont je viens. Le genre qui a l'air parfait sur les cartes de vœux. Le genre où ma mère, Hélène, fait du bénévolat pour les collectes de fonds de l'église et mon père, Daniel, est un comptable respecté avec son propre cabinet. Le genre où ma jeune sœur, Chloé, a 385 000 abonnés sur Instagram et est payée pour poster des photos de sa grossesse radieuse. Le genre où j'ai toujours été la dernière des préoccupations. J'ai rencontré mon mari, Nathan, il y a 5 ans. Il est sapeur-pompier. Il travaille des gardes de 24 heures à la caserne. Il a cette force tranquille et constante qui n'a pas besoin de s'afficher. Quand j'ai dit à mes parents que nous étions fiancés, ma mère a dit « C'est bien, chérie ». Et est retournée aider Chloé à planifier sa dernière entreprise commerciale. Quand nous nous sommes mariés en 2023, nous avons payé nous-mêmes 8 000 € pour une petite cérémonie. Ma mère a passé la majeure partie de la réception sur son téléphone à gérer une des ruptures de Chloé. Elle est partie tôt pour la réconforter. Je me suis dit que ce n'était pas grave. Je me suis dit que j'étais trop sensible. Je me suis dit qu'elle était juste comme ça. J'avais tort. Mais je n'ai pas su à quel point j'avais tort avant le 2 février 2026. Le matin où j'ai perdu les os. J'étais à l'école. Je suis institutrice en école primaire, classe de CE1. J'étais en train d'écrire des mots de vocabulaire au tableau quand je l'ai senti. Enceinte de 28 semaines, 12 semaines trop tôt. Nathan m'a rejointe à l'hôpital. Il était encore dans son uniforme de pompier, venant directement d'une intervention. Il y avait du sang de quelqu'un d'autre sur sa manche. Il m'a tenu la main pendant la césarienne d'urgence. Ils ont mis un drap pour que je ne puisse pas voir. J'ai ressenti une pression. J'ai ressenti des tiraillements. Je n'ai rien ressenti. Puis je l'ai entendu. Pas un cri. Un son comme un miaulement de chaton. Faible. Désespéré. 1 kg et 20 grammes, a dit quelqu'un. Je n'ai pas pu le tenir. Ils l'ont emmené en toute hâte avant même que je puisse voir son visage. Nathan a suivi l'équipe à Luzin. J'étais allongée sur la table, engourdie du bassin vers le bas, regardant les carreaux du plafond pendant qu'ils me recousaient. Au moment où ils m'ont emmenée en salle de réveil, il était 21h47. Nathan est revenu seul. Son visage en disait long. Il est vivant, a dit Nathan, mais il est sous ventilateur. Ses poumons ne sont pas développés. Ils font tout ce qu'ils peuvent. Les 72 prochaines heures sont critiques. À 23h47, ils m'ont finalement permis de le voir. Ils m'ont emmené à Luzin dans un lit d'hôpital parce que je ne pouvais pas encore marcher. L'infirmière m'a aidé à m'asseoir dans un fauteuil roulant, m'a montré comment me frotter les mains et les bras pendant 3 minutes,
comment enfiler la blouse, comment me déplacer silencieusement. Son incubateur était dans le coin. Une boîte en plastique transparente avec des ouvertures pour les mains. À l'intérieur se trouvait mon fils. 1 kg et 20 grammes. Son corps entier aurait pu tenir dans la paume de Nathan. Sa peau était translucide. Je pouvais voir ses veines, ses côtes, son cœur battre sous sa peau fine comme du papier, des tubes partout, un tube respiratoire dans sa gorge, des lignes intraveineuses dans sa main, son pied, des fils attachés à sa poitrine. Des moniteurs bipants, des chiffres que je ne comprenais pas. L'infirmière, Sophie, m'a montré comment passer la main par l'ouverture, comment le toucher doucement parce que sa peau pouvait se déchirer. J'ai posé mon doigt contre sa paume. Sa main était plus petite que mon pouce. Parlez-lui, a dit Sophie. Il connaît votre voix. Je ne pouvais pas parler. Je suis juste restée assise là, pleurant, silencieuse, tremblante, pleurant. Nathan se tenait derrière moi, la main sur mon épaule. À 6h22, le 3 février, après que Nathan soit parti pour une garde qu'il ne pouvait pas manquer, j'ai appelé ma mère. Elle a répondu au 4e coup. Sa voix était ensommeillée. Alice, il est si tôt. Qu'est-ce qui ne va pas? Maman, point. Je pouvais à peine prononcer les mots. Le bébé est arrivé. Il est à Luzin. Il est si petit. Les médecins ne savent pas s'il va s'en sortir. S'il te plaît, viens. J'ai besoin de toi. Un silence, puis, oh, chérie. Je suis désolée, mais nous ne pouvons pas venir pour le moment. C'est juste un timing terrible. La fête de révélation du sexe de ta sœur est ce samedi, et nous avons tellement à faire. Nous avons déjà versé des acomptes, invité 70 personnes. Ça va être magnifique. Chloé a tellement travaillé pour ça. J'ai cru avoir mal entendu. Maman, mon fils pourrait mourir. Ne dis pas des choses pareilles. Les médecins s'occuperont de lui. Tu dois leur faire confiance et arrêter de paniquer. Nous essaierons de passer la semaine prochaine après la fête. Chloé a besoin de nous en ce moment. Tu comprends? Elle a raccroché. Je suis restée assise là dans Luzin, tenant mon téléphone, fixant l'écran. La durée de l'appel affichait 4 minutes 18 secondes. Nathan est revenu ce soir-là. Je lui ai parlé de l'appel. Il est resté très immobile. Puis il a dit, ce n'est pas normal. Tu sais que ce n'est pas normal, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu parce que quelque part au fond de moi, j'avais toujours su que je n'étais pas la fille qu'ils attendaient. Les 3 premiers jours ont été un tourbillon de terreur, d'apprentissage des protocoles de Luzin, du rituel du lavage des mains, de la procédure d'enfilage des blouses, des heures de visite, des sons des alarmes des moniteurs d'autres bébés. Des conversations calmes et tendues entre infirmières et médecins utilisant des mots que je ne comprenais pas, syndrome de détresse respiratoire, hémorragie intraventriculaire, entérocolite nécrosante, canal artériel perméable. Nathan faisait des doubles gardes pour couvrir les frais médicaux. Notre assurance couvrait 80%. 20% d'un séjour en Usin est tout de même ruineux. Il revenait directement de garde de 24 heures, épuisé, sentant la fumée, le diesel ou les urgences des autres, et s'asseyait à côté de moi dans l'Usin. Il s'endormait sur la chaise, la main sur mon épaule. Le 3e jour, mon fils a eu un épisode d'apnée. Sa respiration s'est simplement arrêtée. L'alarme du moniteur a hurlé. Sophie s'est précipitée et l'a stimulé, lui frottant le dos, les pieds, et il a recommencé à respirer. Elle m'a appris à le faire, à repérer les signes, à réagir. C'est normal pour les micro-prématurés, a-t-elle dit. Son cerveau oublie de dire à son corps de respirer. Ça lui passera en grandissant. J'ai appelé ma mère cet après-midi-là, je lui ai raconté ce qui s'était passé, je lui ai dit que j'étais terrifiée. Alice, tu es si forte, a-t-elle dit. Sa voix était distraite. J'ai entendu du bruit de fond, de la musique, des rires. Nous sommes juste débordés par les préparatifs de la fête. Tu comprends, n'est-ce pas? Chloé ne fait ça qu'une fois. Il faut que ce soit parfait. Nous prierons pour toi. Ce soir-là,
Chloé a posté une story sur Instagram, une vidéo de ma mère riant dans un magasin d'articles de fête, essayant une écharpe où il était écrit future grand-mère en lettres scintillantes. La légende, maman rend tout plus amusant. Je l'ai regardé dans la salle de bain de Luzin, le seul endroit où je pouvais pleurer sans que les infirmières me voient. Le 4e jour, Nathan a fait quelque chose que je ne lui avais pas demandé. Il a appelé mes parents en haut-parleur pendant que nous étions assis dans la salle familiale de Luzin. Mon père a répondu, « Nathan, comment va Alice ? » « Elle ne va pas bien, Daniel. Votre petit-fils se bat pour sa vie, et elle fait ça toute seule. Vous venez ou pas ? » J'ai entendu mon père expirer. Nous le voudrions bien, mais Hélène a vraiment mis son cœur à ce que cette fête soit parfaite pour Chloé. Les choses sont très stressantes en ce moment. Nous essayons de maintenir la paix. La paix, a répété Nathan. Sa voix était neutre. Votre fille est assise à côté d'une boîte en plastique, regardant son fils essayer de respirer, et vous vous souciez de la paix. Ce n'est pas juste. La voix de ma mère a coupé court. Elle avait écouté. Nous viendrons la semaine prochaine après la fête. Nous nous sommes déjà engagés auprès des gens. Chloé a besoin de nous. Nathan a raccroché. Les jours suivants à Luzin se sont fondus dans un cauchemar sans fin. Arthur se battait pour chaque respiration. Des épisodes d'apnée faisaient que sa minuscule poitrine s'arrêtait sans prévenir. Des infections faisaient monter sa température en flèche. L'alarme de bradycardie hurlait alors que son rythme cardiaque chutait. Chaque bip des moniteurs me donnait l'impression que mon propre cœur s'arrêtait avec le sien. J'ai appelé mes parents encore et encore. Chaque conversation était le même scénario. Nous sommes occupés à préparer la révélation du sexe de Chloé. Nous avons déjà versé des acomptes et invité 70 personnes. Chloé a besoin de nous en ce moment. Tu es forte, Alice. Les médecins s'occuperont de tout. Pendant ce temps, l'Instagram de Chloé devenait un couteau qui se tordait dans ma poitrine. Histoire après histoire montrait ma mère riant dans des magasins d'articles de fête, essayant des écharpes scintillantes de future grand-mère, dégustant des gâteaux, choisissant entre des ballons roses poudrés et verts sauge. Ils construisaient une célébration parfaite pour un bébé en bonne santé tandis que leur propre petit-fils gisait fragile dans un incubateur, se battant pour sa vie avec des tubes recouvrant son corps fin comme du papier. Nathan regardait tout cela en silence. À partir du 4e jour, il a commencé à tout noter dans son petit carnet de poche. Chaque appel, chaque excuse, chaque publication Instagram. Une nuit, il m'a montré les pages. À gauche, il y avait les crises médicales d'Arthur. À droite, la chronologie de la planification de la fête. Le contraste était brutal, impossible à nier. Lentement, j'ai arrêté de pleurer. Quelque chose de plus froid et de plus clair avait pris sa place. J'ai fait défiler de vieilles photos de famille sur mon téléphone. Anniversaire, remise de diplôme, fête. Pour la première fois, je n'ai pas essayé de me convaincre que j'étais juste trop sensible. Le 12e jour, après qu'Arthur ait passé la pire nuit à ce jour, son rythme cardiaque étant tombé si bas que l'équipe de réanimation a dû intervenir d'urgence, j'ai reçu un texto joyeux de Chloé. Hâte que tu vois la déco de la fête. Maman s'est surpassée. Ce fut le moment où quelque chose en moi s'est finalement brisé. J'ai arrêté d'appeler. J'ai arrêté de supplier. J'ai arrêté de leur trouver des excuses. Au lieu de cela, j'ai commencé à me préparer. J'ai sauvegardé chaque capture d'écran, chaque story, chaque message. J'ai créé un dossier sur mon téléphone intitulé simplement « Preuve ». Le carnet de Nathan est devenu ma seconde Bible. Le 19e jour, bien qu'Arthur soit encore très faible, il était suffisamment stable pour que je prenne une décision qui allait tout changer. J'allais à cette fête de révélation du sexe, et je n'allais pas y aller les mains vides. Si vous regardez ceci et que vous ressentez de la colère pour moi en ce moment, ou si vous avez déjà été dans une situation où votre famille a choisi quelqu'un d'autre plutôt que vous, laissez un feu dans les commentaires. Faites-moi savoir que je ne suis pas seule. Le 20e jour a commencé calmement. La fièvre de mon fils était tombée. Ses globules blancs s'amélioraient. Pas hors de danger, mais stable, mieux.
Je dormais sur la chaise à côté de son incubateur quand Sophie est entrée à 10h31. Alice. Je me suis redressée en sursaut. Elle tenait un petit ours en peluche et une enveloppe Kraft. Ceci vous a été remis ce matin par un coursier. Il a dit que c'était important, personnel. Il m'a demandé de vous le remettre en main propre. J'ai pris l'enveloppe. C'était une enveloppe Kraft de 23x30 cm, marquée « Personnel et confidentiel », pour Alice Mercier seulement. Ne pas faire suivre. L'adresse de l'expéditeur était imprimée dans le coin supérieur gauche, Mercier et Associés, cabinet comptable, le bureau de mon père. L'ours en peluche était petit, marron, portant une minuscule casquette de « diplômé de l'USIN ». Mes mains tremblaient. À l'intérieur de l'enveloppe, un chèque de banque agrafé à des pages dactylographiées. Le chèque était de 28 000 €. Les pages, 3 feuilles tapées en interlignes simples, portaient en haut de la première page le titre « À ma fille Alice ». La vérité que j'aurais dû te dire il y a 29 ans. J'ai commencé à lire. La lettre commençait par un nom que je n'avais jamais entendu, Léa. Mon père écrivait à propos d'une petite fille née le 15 mars 1996. Belle, en bonne santé, leur premier enfant, sa joie, le monde entier de ma mère. Puis, le 22 juillet 1996, Hélène a couché Léa pour sa sieste de l'après-midi, l'a vérifié 2 heures plus tard, Léa était partie. Mine, mort inattendue du nourrisson. L'autopsie l'a confirmé. Rien qu'il n'aurait pu faire. Ta mère l'a trouvé, a écrit mon père. J'étais au travail. Le cri que j'ai entendu au téléphone, je ne l'oublierai jamais. Au moment où je suis rentrée à la maison, le légiste était là. Léa avait 4 mois et 7 jours. Ils ont emporté son corps. Ta mère s'est effondrée. Elle a été hospitalisée pendant 3 semaines. Internement psychiatrique. Elle ne pouvait pas manger, pas parler, juste regarder le berceau vide de Léa. La lettre incluait une photocopie du certificat de décès de Léa. Cause du décès, mort inattendue du nourrisson. Date, 22 juillet 1996. Je tenais la preuve d'une sœur dont j'ignorais l'existence. La lettre de mon père continuait, les médecins ont dit qu'elle guérirait. Ils avaient tort. Elle n'a jamais guéri. Elle a juste enterré ça. Et puis elle a pris une décision qui a tout changé. J'ai tourné à la page 2. Ma mère a refusé la thérapie, a refusé les groupes de soutien. Au lieu de cela, elle a insisté pour tomber enceinte immédiatement. Elle voulait réparer la perte. Elle a arrêté la contraception en novembre 1996. Est tombée enceinte en février 1997. Tu es né le 18 juin 1997. 11 mois et 27 jours après la mort de Léa. Elle t'a nommée Alice Léa Mercier. Mon père a écrit, ton deuxième prénom est Léa. Elle ne l'utilise jamais. Elle ne peut pas. Chaque fois qu'elle te regarde, elle voit ce que tu n'es pas. Tu n'étais pas censé être Alice. Tu étais censé être Léa. Version 2. Une seconde chance. Une chance d'annuler la mort. Je savais que c'était mal. J'ai dit que nous devrions attendre. Elle a dit, j'ai besoin de mon bébé. Je pensais qu'elle voulait dire qu'elle avait besoin d'un bébé. Elle voulait dire qu'elle avait besoin de son bébé, celui qu'elle avait perdu. Tu es né dans l'ombre d'un fantôme. Tu n'as jamais eu la chance d'être simplement toi. La lettre incluait une photocopie de mon acte de naissance. Nom complet, Alice Léa Mercier. J'ai 29 ans. Je n'avais jamais vu mon acte de naissance complet. Je n'avais jamais connu mon deuxième prénom. J'ai continué à lire. Je l'ai regardé te comparer à Léa tous les jours. Tes étapes de développement, tes traits, ton tempérament. Quand tu ne correspondais pas, elle s'éloignait. À l'âge de 2 ans, tu étais difficile. Léa avait été facile. Ce n'était pas vrai. Tu étais normal. Tu n'étais juste pas Léa. Page 3. Quand Chloé est née en août 2002, ta mère a enfin souri à nouveau. Vraiment souri. Parce que Chloé n'était pas un remplacement. Chloé était nouvelle, fraîche, pas de fantôme. Hélène s'est liée immédiatement. Je t'ai vu, à 5 ans,
devenir invisible du jour au lendemain. Chloé reçoit l'amour que tu aurais dû recevoir parce que tu rappelles la mort à ta mère. Chloé lui rappelle la vie. Je suis un lâche. J'aurais dû la quitter. J'aurais dû te protéger. Au lieu de cela, j'ai maintenu la paix. Je me suis dit que tu étais assez forte pour y faire face. Ce fut mon échec. Mon échec impardonnable. La lettre expliquait les 28 000 euros. L'épargne secrète de mon père, accumulée sur 12 ans, cachée à ma mère sur un compte dont elle ignorait l'existence. Son fonds de secours qu'il n'avait jamais utilisé. Maintenant le mien. Le dernier paragraphe, je n'ai pas pu rendre visite à ton fils parce que ta mère ne peut pas faire face au bébé fragile. Elle est terrifiée. Quand tu as dit qu'il était prématuré, elle s'est renfermée. C'est Léa, encore une fois. Elle a choisi la fête de Chloé parce que c'est sûr, sain, par un rappel de trauma. J'aurais dû venir quand même. Je ne l'ai pas fait. J'ai choisi son confort plutôt que ton besoin. Encore une fois. Je te donne cet argent et cette vérité. Je ne peux pas annuler le passé, mais je peux arrêter de participer à ton effacement. Le choix est le tien maintenant. Quoi que tu décides de faire de ces informations, je l'accepterai. Tu méritais mieux. Tu mérites d'être Alice, pas Léa 2.0. Je suis désolée. Ton père. Je suis restée assise dans l'usin pendant 3 heures. Relisant, traitant. Sophie est passée 2 fois. Je n'ai pas parlé. Nathan est arrivé à 14 heures. Sa garde était terminée. Il avait l'air épuisé. Je lui ai tendu la lettre. J'ai regardé son visage changer pendant qu'il lisait, j'ai regardé sa mâchoire se crisper, j'ai regardé ses mains serrer les pages. Bordel de Dieu, Alice. Je suis née pour remplacer un bébé mort. Tu es née de parents qui n'auraient jamais dû avoir un autre enfant. Il ne s'agit pas de toi. Il s'agit d'eux. Elle n'a pas pu rendre visite à Arthur parce qu'il est fragile comme Léa l'était. Elle t'a abandonné quand tu avais le plus besoin d'elle parce que c'est une lâche. J'ai sorti mon téléphone, ouvert le dossier preuve, 47 éléments, j'ai regardé la lettre dans les mains de Nathan, j'ai regardé Arthur dans son incubateur. J'irai à la fête demain, ai-je dit. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais lire ça, tout ça, à voix haute devant tout le monde. Alice, ils ont préféré la façade à leur petit-fils. Je vais leur offrir une performance qu'ils n'oublieront jamais. Que feriez-vous si vous découvriez que vous êtes né pour remplacer un frère ou une sœur décédée? Laissez vos pensées honnêtes dans les commentaires. Iriez-vous quand même à cette fête? Tapez oui ou non. Ce rebondissement a tout changé pour moi. Le 21e jour, j'ai fait des recherches sur la mine. J'ai passé des heures à lire des revues médicales, des publications de groupes de soutien, des réponses au traumatisme parental. J'ai appris la culpabilité, la terreur, la façon dont le deuil brise certaines personnes si complètement qu'elles ne retrouvent jamais tous les morceaux. J'ai compris la peur de ma mère. J'ai compris. Mais je n'ai pas pardonné. Elle a eu 29 ans pour guérir. Je lui ai dit, à Nathan, 29 ans pour obtenir de l'aide. Elle a choisi de m'avoir à la place. Elle a choisi de m'en vouloir au lieu d'affronter son deuil. Je comprends. Je ne l'accepte pas. J'ai trouvé un message archivé de 1997 sur un forum de soutien à la mine. Une mère écrivait, « Je suis retombée enceinte trop vite. Mon bébé arc-en-ciel mérite mieux qu'une mère brisée, mais je n'arrive pas à m'attacher à elle. Ce n'est pas celle que j'ai perdue. » Je me suis demandé si ma mère l'avait écrit. J'ai créé une chronologie sur papier. La mort de Léa, 22 juillet 1996. Ma conception, février 1997, 7 mois plus tard. Ma naissance, juin 1997, 11 mois après la mort de Léa. Puis j'ai ajouté la naissance d'Arthur, 2 février 2026. La fête de révélation du sexe, 24 février 2026. 2 chronologies, même schéma de traumatisme et d'évitement. Le 22e jour, l'assistante sociale de l'usin, Isabelle, est venue pour un suivi de routine. Je me suis effondrée, je lui ai tout raconté, je lui ai montré la lettre.
Elle l'a lu, est devenue pâle. Alice, vous comprenez que ce sont de profonds dommages psychologiques, n'est-ce pas? Être né comme un enfant de remplacement, c'est un traumatisme documenté. Je pensais juste que je n'étais pas assez bien. On ne t'a jamais donné la chance d'être assez bien. Tu étais en compétition avec un fantôme. Elle m'a donné 3 brochures. Comprendre le syndrome de l'enfant de remplacement. Dynamique familiale narcissique. Établir des limites avec des parents toxiques. C'était la première fois que je le nommais toxique. Que allez-vous faire? A demandé Isabelle. Je vais dire la vérité publiquement. C'est votre droit. Sachez juste que cela mettra fin à des relations de manière permanente. Tant mieux. Elles ont pris fin il y a 29 ans. Ce soir-là, seul avec Arthur, je lui ai parlé de Léa, d'être un enfant de remplacement, de choisir une voie différente. Ton nom est Arthur James Mercier. Arthur signifie fort, ferme, durable. James est le 2e prénom de ton papa. Mercier est notre nom. Tu ne portes pas le nom de quelqu'un de mort. Tu ne remplaces personne. Tu es l'original, l'unique. Tu comprends? Je vais m'assurer que tu ne te sentes jamais comme un prix de consolation. Comme je l'ai fait. J'ai posé ma main sur l'incubateur. La minuscule main d'Arthur a bougé, ses doigts se sont écartés. J'ai pleuré. Pas des larmes de tristesse, des larmes de détermination. J'ai ouvert mon téléphone, j'ai commencé à écrire exactement ce que j'allais dire. Première ligne, je m'appelle Alice Léa Mercier. La plupart d'entre vous ne connaissent pas mon 2e prénom. Laissez-moi vous dire pourquoi. Le 23e jour, j'ai finalisé le plan. Arthur s'améliorait. Les médecins étaient prudemment optimistes. Son poids était revenu à 1,20 kg. J'ai dit à Nathan, j'emmène Arthur à la fête. Il est resté très immobile. Alice, non, absolument pas. Il a 21 jours et pèse à peine 1,360 kg. Une pièce remplie de 70 personnes. C'est le VRS, la grippe, le Covid. Il pourrait mourir d'une infection. Je connais les risques. Les connais-tu? Parce que j'ai répondu à des appels où des prématurés tombent malades et s'effondrent en quelques heures. Cette confrontation vaut-elle sa vie? Ils ont besoin de le voir. Il n'est pas abstrait. Il est réel. C'est le petit-fils qu'ils ont abandonné. Alors nous le faisons en toute sécurité ou nous ne le faisons pas du tout. Nous avons fait un compromis. J'ai appelé le docteur Dubois, la néonatologue. Est-il assez stable pour une brève sortie? Elle a vérifié son dossier. Ses analyses de ce matin ne montrent aucune infection active. Ses poumons s'améliorent. Si vous devez absolument y aller, gardez-le moins de 30 minutes. Maintenez la distance. Aucun contact avec les autres. Surveillez tout signe de détresse. Je n'aime pas ça, mais si vous êtes prudente. Les règles, Arthur reste dans son siège auto avec une couverture en mousseline respirante. Arrivé à 14h. Départ avant 14h30 maximum. Bébé reste à 2 mètres de tous les invités. Personne ne le touche. Gel hydroalcoolique constamment. Au premier signe de détresse, nous partons immédiatement. Sa sécurité est primordiale. Votre confrontation est secondaire. D'accord. D'accord. J'ai préparé le sac à langer, couche pour prématurés, les maternisés enrichis, oxymètre de pouls portable, gel hydroalcoolique, la lettre de mon père dans un dossier, la documentation de Nathan imprimée, une clé USB avec les captures d'écran de Chloé, mon téléphone chargé. Ce soir-là, à 22h, j'ai envoyé un texto à ma mère, je serai à la fête demain. Je ne la raterai pour rien au monde. Elle a répondu immédiatement, oh, merveilleux. Nous avons hâte de te voir. J'ai fixé l'emoji cœur. Tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. J'ai tapé, 14h précises. À demain. 24 février 2026. Jour de la fête. Le lieu était élégant. Décoration rose poudrée et vert sauge. Arche de ballon à l'entrée. Une pancarte, garçon ou fille,
révélons bébé du chemin. Nathan et moi sommes arrivés à 14h pile. Je portais Arthur dans son siège auto couvert d'une couverture en mousseline. Nathan portait le sac à langer, en fait le sac à preuve. Nous étions mal habillés. Je portais un jean propre et un pull. Nathan portait une chemise. Tous les autres étaient en tenue de soirée. Ma mère nous a vus entrer. Son visage s'est illuminé. Elle s'est précipitée. Alice, tu es venue et tu as apporté. Elle a tendu la main vers le cosy. J'ai reculé. Ne le touchez pas. Son sourire s'est figé. Chloé est apparue, radieuse dans une robe de maternité. Alice, tu as réussi à venir. Elle n'avait pas encore remarqué le bébé. Nathan et moi sommes restés en périphérie. J'ai observé, photographe professionnel, gâteau à 3 étages, buffet traiteur, cadeaux personnalisés, tenues assorties pour Chloé et ma mère. Mon père m'a vu. Il s'est approché prudemment. Je lui ai tendu sa lettre sans parler. Il a compris. Alice, Pas encore. Après. Qu'est-ce que tu vas faire? Ce que tu aurais dû faire. Dire la vérité. À 14h17, Chloé a pris des photos avec ma mère pour Instagram. J'ai vu son écran. La légende en cours de rédaction, la révélation avec ma meilleure amie, ma maman, a lieu dans 10 minutes. Je pleure. J'ai fait une capture d'écran. À 14h20, l'organisatrice de l'événement a annoncé « Tout le monde se rassemble pour la révélation dans 5 minutes ». Nathan a murmuré « Maintenant ». Après la révélation, laisse-leur leur moment, puis je prends le mien. À 14h25, la révélation a commencé. Chloé et son fiancé, Arnaud, se tenaient derrière le gâteau. Ma mère rayonnante. Le photographe en position. Les invités enregistraient avec leur téléphone. Compte à rebours à partir de 10. Le couteau coupe le gâteau. Des couches roses à l'intérieur. C'est une fille. Chloé a crié. Ma mère a versé des larmes de joie. Tout le monde a applaudi. Moment parfait. J'ai regardé depuis le fond de la pièce, tenant le cosy d'Arthur. À 14h28, Chloé a commencé son discours de remerciement. Je tiens à remercier mon incroyable maman qui a organisé toute cette journée. Je me suis avancée du fond de la pièce. Chloé s'est arrêtée au milieu de sa phrase. Toutes les têtes se sont tournées. Faites une pause un instant. Si vous étiez à ma place, les auriez-vous confrontés comme cela devant tout le monde? Tapez « confrontation » si oui, ou « partir » si vous seriez parti discrètement. Je veux savoir ce que vous feriez. Je me suis avancée, j'ai posé le cosy d'Arthur sur la table à côté du gâteau, j'ai retiré la couverture. Des halètements. Un minuscule bébé prématuré, les fils de son moniteur à domicile visible, une sonde nasale d'oxygène dans le nez. Le visage de ma mère est devenu blanc. Chloé, Alice, quoi? Continue, Chloé. Remercie maman pour cette fête à 15 000 € qu'elle a planifiée pendant que mon fils était en train de mourir. Des murmures. C'est un bébé? Il est si petit. La voix de ma mère tremblante, Alice, ce n'est pas le moment. Non. Quand est-ce le moment, maman? Tu as eu 19 jours. Tu as choisi 19 jours de dégustation de gâteau au lieu de 19 jours dans une usine. Alors, nous faisons ça maintenant. J'ai sorti la lettre de mon père de mon sac, je l'ai brandie. J'ai commencé, à Alice. La vérité que j'aurais dû te dire il y a 29 ans. J'ai lu chaque mot. La mort de Léa. Ma naissance comme remplacement. Mon deuxième prénom. 29 ans de comparaison. Chloé comme la vraie fille. Le traumatisme de ma mère. La lâcheté de mon père. L'argent. La confession. 70 personnes ont tout entendu. Ma mère a essayé de m'interrompre. Alice, arrête. Je n'ai pas arrêté. J'ai lu comment j'étais née 11 mois après un bébé mort, comment je n'avais jamais été assez bien, comment j'étais invisible parce que je lui rappelais la mort. 4 minutes 11 secondes.
À 14h37, pendant la section sur le fait d'être un enfant de remplacement, ma mère s'est effondrée sur une chaise. Mon père est resté figé. Chloé pleurait, confuse. Les invités, horreur, choc, silence inconfortable. J'ai fini de lire, j'ai plié la lettre, j'ai regardé ma mère. Vous n'avez pas pu rendre visite à votre petit-fils prématuré parce qu'il vous a rappelé la fille que vous avez perdue il y a 30 ans. Vous avez choisi une fête pour la fille que vous pouviez aimer, au lieu de la fille que vous n'avez jamais pu aimer. Alors, voici mon choix. Je me suis adressée à l'Assemblée. Voici mon fils, Arthur James Mercier. Il est né le 2 février, pesant 1 kg et 20 grammes. Il a 22 jours. Mes parents ne l'ont pas rencontré. Non pas parce qu'ils ne le pouvaient pas, mais parce qu'ils ont choisi de ne pas le faire. Ils ont choisi les stories Instagram, les arches de ballon et les dégustations de gâteaux. Pendant qu'il était sous ventilateur, pendant que je suppliais, pendant que je m'effondrais, ma mère n'a pas pu lui faire face parce qu'il est fragile comme Léa l'était. Comme je devais la remplacer. Je comprends le traumatisme. Je comprends le deuil. Je comprends la peur. Mais je ne comprends pas de le choisir pendant 29 ans. Je ne comprends pas de faire payer un enfant pour une perte survenue avant sa naissance. Alors, voici ce qui se passe maintenant. Je pars avec mon fils, avec mon mari. Ma mère ne rencontrera jamais Arthur. Elle a perdu ce droit. Mon père, s'il choisit la thérapie et la responsabilisation, peut-être des visites supervisées un jour. Chloé, tu es un dommage collatéral. Je suis désolée, mais tu as bénéficié d'un système construit sur mon effacement. Cette famille est terminée. Vous avez choisi la façade plutôt que la présence. Moi, je choisis mon fils. Ma mère s'est précipitée. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement. Tu as été brisé quand tu as perdu Léa. Au lieu de guérir, tu m'as brisé moi aussi. Cela se termine aujourd'hui. J'ai pris le cosy d'Arthur, je me suis retournée pour partir. Mon père s'est avancé. Alice, s'il te plaît. Je me suis arrêtée. Je ne me suis pas retournée. La lettre est arrivée 29 ans trop tard, mais elle était honnête. C'est plus que ce qu'elle m'a jamais donné. Je t'appellerai la semaine prochaine, peut-être. J'ai continué à marcher. Derrière moi. Le chaos. Ma mère hurlant, sanglotant, j'ai perdu un bébé. J'ai perdu mon bébé. Les invités horrifiés, mal à l'aise. Certains partaient immédiatement. Certains chuchotaient sur le fait de laver son linge sale en public. Chloé complètement anéantie. Sa parfaite révélation du sexe détruite. Mon père seul. Nathan et moi sommes sortis. Nous avons installé Arthur dans la voiture. Je me suis assise sur le siège passager, tremblante. Ça va, a demandé Nathan. Demande-moi dans un an. Il a démarré la voiture. Nous sommes partis. Sur le parking derrière nous, mon père est sorti seul. Il a appelé mon numéro. Je n'ai pas répondu. Les 3 jours suivants furent silencieux. J'ai bloqué le numéro de ma mère. 47 textos de mon père, 23 de Chloé. J'ai lu les textos de mon père, je n'ai pas répondu. Jour 25, s'il te plaît, appelle-moi. Jour 26, je déménage. Ta mère ne va pas bien. Je mérite ça. Jour 27, j'ai trouvé un thérapeute. J'aurais dû faire ça il y a 30 ans. Je suis désolée. Les textos de Chloé allaient de la colère à la confusion en passant par les excuses. Son Instagram est devenu noir. Dernière publication, la photo de la révélation du sexe d'avant la confrontation. Légende supprimée. Commentaires désactivés. Ses abonnés l'ont remarqué. Les spéculations ont commencé. Nathan et moi nous sommes concentrés sur Arthur. Il s'améliorait chaque jour. Poids, 1 kg 160 grammes. Le 27e jour, à 23h53, j'ai finalement répondu à mon père, si tu veux une relation avec ton petit-fils, tu dois la gagner. Thérapie, responsabilisation,
et tu arrêtes de la protéger. Ton choix. Il a répondu immédiatement, je te choisis. J'aurais toujours dû te choisir. Le 28e jour, Arthur est rentré à la maison. Poids, 1,420 kg. Oxygène nécessaire. Nous avions préparé des vêtements pour micro-prématurés. Un berceau à côté de notre lit. Un concentrateur d'oxygène. Un calendrier d'alimentation au mur. La première nuit à la maison fut terrifiante mais belle. J'ai tenu Arthur dans notre appartement. C'est ta maison. Ta vraie maison. Où tu es désiré, où tu es le premier, où tu es assez bien. Nathan, nous allons nous en sortir, nous trois. Je sais. Pour la première fois de ma vie, je le savais vraiment. J'ai accroché une photo dans le coin que nous avions aménagé en chambre de bébé. Arthur a 1,360 kg dans mes bras. Usain, jour 27. En dessous, j'ai écrit à la main, Arthur James Mercier. Premier de son nom, seul de son nom. Né le 2 février 2026. Rentré à la maison le 28 février 2026. Jamais un remplacement. Toujours l'original. Ce soir-là, la sonnette a retenti. Mon père seul, tenant des documents d'admission en thérapie. Puis-je le rencontrer juste 5 minutes? J'ai réfléchi. Ouvre la porte en grand. 5 minutes. Tu ne le tiens pas encore. Tu le rencontres juste. Il est entré, s'est lavé les mains, s'est tenu à côté du berceau. Arthur dormait. 1,420 kg de vie originale et parfaite. Mon père a pleuré. Merci, a-t-il murmuré. Ne me remercie pas, gagne ça. Au cours de la semaine suivante, mon père est venu 3 fois. Toujours supervisé, toujours en suivant les règles. Pas de mention de ma mère, pas d'excuses, pas de minimisation. Il les a suivis. Lors de sa 2e visite, il a parlé de Léa à Arthur. Honnêtement, je suis ton grand-père. J'ai fait beaucoup d'erreurs avec ta maman. J'ai fait de mauvais choix pendant 29 ans. Je choisis bien maintenant. Tu es parfait. Ta maman est parfaite. Je suis désolé. J'ai oublié ça. Je l'ai observé. Vous avez un long chemin à parcourir. Je sais. J'irai aussi loin qu'il le faudra. J'ai vu des notes de thérapie dans la poche de sa veste, codépendance, enchevêtrement, enfant parentifié, syndrome de l'enfant de remplacement. Il faisait le travail. Le 35e jour, il a demandé, puis-je le tenir? Arthur pesait 1,6 kg, plus fort. Lavez-vous les mains. Asseyez-vous sur cette chaise. Soutenez sa tête. S'il s'agite, vous me le rendez immédiatement. Mon père a pleuré en tenant son petit-fils pour la première fois. Merci. Ne me remercie pas, gagne ça. Chloé a envoyé des textos de manière erratique pendant des jours. Jour 30, tu as ruiné ma révélation. Tu as tout ramené à toi. C'est tellement typique. Jour 32, maman n'arrête pas de pleurer. Papa a déménagé. Tu as détruit notre famille. Jour 34, je ne savais pas pour Léa. Je ne savais rien de tout ça. Pourquoi tu ne m'as pas dit? J'ai finalement répondu, parce que tu étais protégé, comme toujours. C'est moi qui ai payé. Je ne paierai plus. Son dernier texto. Jour 35, je suis désolé. Je ne sais pas quoi dire d'autre. J'ai répondu, je sais que tu le es, mais désolé n'annule pas 24 ans d'effacement. J'ai besoin d'espace. Peut-être un jour. Pas aujourd'hui. Je ne l'ai pas bloqué. J'ai laissé la porte entr'ouverte. Son bébé était attendu en juillet 2026. Je me demandais si je serais tante. Je ne le savais pas encore. 6 semaines après la naissance d'Arthur, le 15 mars 2026, je suis retournée travailler à temps partiel. Arthur pesait 2,3 kg, n'avait plus besoin d'oxygène, et prospérait. La mère de Nathan m'aidait avec la garde de l'enfant. Mon père venait 2 fois par semaine, sous surveillance, gagnant lentement sa confiance. Ma mère, pas de contact,
pas de projet de contact. Chloé, des textos occasionnels de surface. La famille était fracturée, mais j'étais libre. Dans ma classe, un élève a posé des questions sur les photos de bébé. J'ai montré Arthur à 2,3 kg, souriant. Ils ont dit qu'il était mignon. Ils ont demandé où étaient les grands-parents. C'est compliqué, mais il nous a nous, et c'est suffisant. À la maison cette semaine-là, j'ai reçu une enveloppe, écriture manuscrite, celle de ma mère, cachet de la poste du 42e jour. Je l'ai tenue, je ne l'ai pas ouverte, pas prête. Je l'ai mise dans un tiroir. Peut-être un jour. Le 18 mars, j'ai officiellement enregistré le certificat de naissance d'Arthur. Nom complet, Arthur James Mercier. Pas de deuxième prénom honorant des parents décédés. Non. Mercier. Une page blanche. Nathan a pleuré en le lisant. Tu ne lui as pas donné ton nom de famille. Mercier vient avec des fantômes. Fletcher est frais. C'est un Mercier pur et dur. Tu es sûr? Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit. J'ai encadré le certificat de naissance, je l'ai accroché à côté de la photo de Luzin. 2 documents, 2 vérités. Il a survécu. Moi aussi. J'ai passé beaucoup de temps à réfléchir à ce que signifie naître dans le deuil. 11 mois et 27 jours après la mort d'un bébé, je suis venue au monde. J'étais censée réparer ce qui était brisé. Mais le deuil ne fonctionne pas comme ça. On ne peut pas remplacer un enfant. On ne peut pas annuler la mort avec une nouvelle naissance. Ma mère a essayé quand même, et j'en ai payé le prix. Pendant 29 ans, j'ai payé. Je la comprends maintenant. Je suis mère. Je comprends la terreur de la fragilité, la peur de la perte, le besoin désespéré de protéger ce que l'on aime, mais je comprends aussi ce qu'elle n'a pas compris. La peur n'est pas une excuse pour la cruauté. Le traumatisme n'est pas une permission de traumatiser. Arthur connaîtra sa tante Léa, le bébé qui est mort avant ma naissance. Il saura qu'elle a existé. Il saura qu'elle a compté. Mais il saura aussi qu'il n'est pas elle. Il ne remplace personne. Il est original, premier, unique. C'est la différence. C'est ce que je choisis. La vérité plutôt que la façade. La guérison plutôt que la répétition. L'amour plutôt que la peur. J'ai perdu ma mère. Peut-être ne l'ai-je jamais vraiment eue, mais je me suis retrouvée. Et Arthur n'aura jamais à chercher une mère présente. Parce que je suis là, je choisis d'être là. Cela fait 6 semaines que j'ai détruit ma famille à la fête de révélation du sexe de ma sœur. Les gens me demandent si je le regrette. Non. Mon fils pèse maintenant 2,390 kg. Il serre mon doigt quand je le tiens. Il commence à se concentrer sur les visages. Il apprend à quoi ressemble l'amour. Pas un amour conditionnel à être quelqu'un d'autre. Pas un amour qui vient avec le fantôme d'un enfant mort. Pas un amour qui exige que vous le gagniez en étant moins difficile, moins exigeant, moins vous-même. Juste de l'amour, pur, simple, présent. Hier soir, je me suis assise près de la fenêtre, tenant Arthur, regardant le coucher de soleil de mars. Nathan préparait le dîner. Mon père avait envoyé un texto. Son travail thérapeutique lui demandait de m'écrire une lettre. Pouvait-il l'envoyer? J'ai dit oui. Je la lirai quand je serai prête. J'ai murmuré à Arthur, tu es aimé. Pas à cause de qui tu remplaces, pas à cause de ce que tu répares, juste parce que tu es toi. Arthur James Mercier. Premier de ton nom, seul de ton nom. C'est tout ce que tu as besoin d'être. Sa main a serré mon doigt. J'ai pleuré, mais cette fois, c'était des larmes de guérison.